Bienvenue dans ce nouveau webinaire présenté par la région Globale et le pôle Grenoble du PMI Chapitre France. Je suis Bastua, membre de l'équipe de direction de la région Globale et j'anime la conférence du jour sur le thème « Mieux communiquer pour mieux collaborer, la process communication modèle » et qui comptabilise plus de 800 personnes inscrites. Toute l'équipe de la région Globale se réjouit de partager avec vous ce webinaire qui nous est présenté par le conférencier Michel Saison. Notre conférence va durer environ 45 minutes. Puis, nous consacrerons 15 minutes à répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à poser vos questions tout le long de la présentation dans la partie questions du tableau de bord. Notre webinaire se terminera à 19 h, heure de Paris. Il sera enregistré et le replay sera ensuite disponible en ligne. Je vous rappelle que votre présence à cet événement vous donne droit à un PDU. Nous vous donnerons toutes les informations nécessaires à la fin du webinaire. Comme vous l'avez remarqué, nous vivons actuellement un épisode de saturation du réseau Internet parce que beaucoup trop de personnes sont connectées en même temps. Ainsi, pour une meilleure écoute, nous vous conseillons de privilégier une connexion filaire ou 4G. En cas de déconnexion, vous pouvez soit vous reconnecter simplement avec le lien personnalisé depuis votre PC ou votre smartphone, soit composer le numéro de téléphone fourni dans l'invitation et saisir le numéro du webinaire. Avant de donner la parole à notre conférencier Michel Saison, voici quelques éléments de son parcours professionnel. Michel Saison est ingénieur en intelligence artificielle, coach professionnel et médiateur certifié. Il cumule plus de 38 années d'expérience dans l'industrie, les PME et la recherche. Il a créé des startups en intelligence artificielle à Singapour, en France et une spin-off aux États-Unis. Fondateur et dirigeant de Cogiteo depuis 2010, il accompagne à sa manière les entreprises technologiques sur l'engagement de l'équipe, les positionnements business et l'adéquation entre l'équipe et le business dans une démarche très originale, Startup Cocktail. Il intervient également en incubateur dans l'industrie comme coach pour l'Europe et en école de management. Je vais maintenant laisser la parole à notre conférencier, Michel Saison. Merci Bastua et bonjour à toutes et à tous. Je remercie le pôle Grenoble et la région globale du PMI pour cette invitation à parler de la process communication. Merci à l'IAE Grenoble qui aurait dû héberger cette conférence. En ces temps de confinement, communiquer et surtout bien communiquer devient encore plus important. J'ai une pensée pour les victimes de cette pandémie et pour tous les soignants et ceux qui restent sur le pont pour prendre soin de nos semblables. Pour permettre aux retardataires de se joindre à nous et afin de faire connaissance, je vous propose un premier sondage pour indiquer ce que vous pensez des problèmes de communication. Est-ce qu'ils sont importants, pas importants, évitables, inévitables? On va lancer le premier sondage. Merci Michel. Pour participer à ce sondage, je vous invite à cliquer sur l'onglet « Sondage » qui se trouve sur le tableau de bord. Et vous avez maintenant quelques secondes pour participer au sondage. Nous sommes actuellement à 30% de personnes, de participants. Il vous reste encore quelques secondes pour voter. Nous sommes à 57% de participants. Merci beaucoup pour toutes vos participations. Nous allons clôturer le sondage. Les résultats s'affichent à l'écran. Ok, merci.
Donc on voit que la majorité pense que ces problèmes-là sont importants et sont évitables. Je vous propose un deuxième sondage. Vous sentez-vous armé pour répondre à ces problèmes de communication? On va lancer ce deuxième sondage. Comme pour la première fois, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Sondage. Merci beaucoup pour vos participations. Il y a déjà beaucoup de personnes qui répondent. Nous sommes à 45% de participants, 54% de participants. Merci pour toutes ces réponses. Vous avez encore quelques secondes pour les personnes qui souhaitent participer. 77% des participants. Vous avez encore quelques secondes. Merci beaucoup. Nous allons clôturer ce sondage. Merci pour ces résultats. Effectivement, il y a une majorité de plutôt oui et quelques plutôt non. Je vais vous proposer une dernière question sur les outils ou méthodes de gestion de la communication interpersonnelle. J'ai listé quelques outils que vous pourriez connaître. On va lancer ce troisième sondage. De même, pour ce dernier sondage, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Sondage qui se trouve sur le tableau de bord et vous avez quelques secondes pour y participer. Nous avons là encore beaucoup de personnes qui participent au sondage. Nous sommes à 62 personnes de participants. 73% de nos participants ont répondu. Vous avez encore quelques secondes pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. Merci beaucoup. Nous allons clôturer ce sondage. Merci pour vos réponses. Donc on voit que quelques personnes, certaines personnes connaissent des outils, avec peut-être une majorité qui ne connaissent pas les outils que j'ai listés. Ok, donc communiquer. Nous sommes un animal social, nous avons besoin de communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. Même quand on ne dit rien, le non-verbal parle pour nous. Juste voir la tête de votre collègue quand il arrive au boulot le matin peut vous donner de l'information. Et cette communication est d'autant plus importante quand on travaille en équipe. Pour communiquer, il faut qu'on soit deux. Il y a un émetteur qui envoie un message à un récepteur. Chacun a son codeur et son décodeur personnel pour traiter l'information échangée. Mais dans cet échange, il y a de la déperdition. Avez-vous parfois l'impression que ce que vous vouliez dire n'est pas ce que vous avez dit? Que ce que vous avez dit n'est pas ce que l'autre a compris? Entre ce qui est dans votre tête et ce qui finit dans la tête de l'autre après la discussion, il peut y avoir des différences importantes qui donnent lieu à des malentendus, à des frustrations, du stress, même des conflits. Alors pourquoi ces difficultés à communiquer? Cela est dû en partie à des croyances. Croyances que tout est visible et que tout le monde le voit. Dans cette image, on voit un couple au bord de l'eau. Certains verront également un bébé caché dans les branches de l'arbre. Croyance que ce qui est évident pour moi l'est forcément pour l'autre. Dans cette autre image, vous voyez une femme. Vous voyez tous une femme, mais certains la voient jeune et d'autres plus âgés. Si nous n'avons pas comparé nos perceptions et si l'âge est un élément important dans la discussion, nous pouvons nous quitter sur un malentendu. Encore une croyance, la réalité est perceptible. Même nos sens nous jouent des tours. Quand le magicien coupe en deux sa partenaire sur scène, c'est pas vrai. Ceux qui pensent que les lignes bleues ne sont pas parallèles se trompent. De même, ceux qui pensent que les cases A et cases B ont une teinte de gris différente se trompent aussi.
Toutes ces croyances peuvent fausser la communication. Alors, comment cela se passe? Face à une situation, à des faits, notre cerveau va interpréter. Cette interprétation va donner lieu à un ressenti, et ce ressenti, bien ou pas bien, agréable, pas agréable, dangereux, pas dangereux, va donner lieu à une décision qui va donner lieu à des actions, ces actions ayant un impact sur la situation. Dans cette boucle, on a une partie qui est visible, ce que l'on voit, les personnes, la situation, le comportement des gens, et une partie qui est invisible, ce qui se passe dans notre tête. Tout ce qui est interprétation, ressenti, décision. Cette partie invisible nous est personnelle, bien sûr, et elle est personnelle à chacun de nous. Ce qui veut dire que quand, face à une situation, vous voyez quelqu'un qui n'agit pas comme vous auriez agi, c'est tout simplement que la personne n'a pas la même boucle. Pourquoi? Parce qu'on a chacun notre référentiel. L'éducation, la culture, la religion, le chemin de vie font qu'on se construit de ce référentiel-là. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a pas un référentiel qui est meilleur que l'autre. Il y a juste notre référentiel à nous qui nous permet de juger de cette réalité. Et ça, c'est quand tout va bien. Quand on ajoute un petit peu de stress, le stress va fausser notre perception de la réalité. On ne voit plus que ce qui nous intéresse ou ce qu'on veut voir. Cela va gêner notre interprétation. Nos émotions s'en mêlent, nos décisions sont biaisées. Bref, nos actions deviennent inappropriées face à la situation. Alors on fait quoi? La mauvaise nouvelle, mais vous le savez déjà, c'est que l'on n'apprend pas à communiquer à l'école. Mais la bonne nouvelle, c'est que plein d'outils existent. Certains sont basés sur la programmation neurolinguistique, sur l'analyse transactionnelle, sur la communication non violente. En guise d'apéritif, je souhaite vous partager un premier outil simple à mettre en œuvre et qui m'a beaucoup servi. Il s'agit des signes de reconnaissance. Cet outil est issu des travaux d'Eric Berne sur l'analyse transactionnelle. Nous avons tous besoin de donner et recevoir du feedback. Communiquer, c'est se donner ces signes de reconnaissance, verbaux ou non verbaux. On appelle ça stroke en anglais. Les signes de reconnaissance peuvent être conditionnels. Ils ont à faire avec ce que les personnes font, avec le comportement des gens. Ou ils peuvent être inconditionnels. Là, ils intéressent la personne, ce qu'elle est. Quand on donne un signe de reconnaissance conditionnel positif, on va dire à la personne, tu as fait du bon boulot ou tu as bien agi. Ce signe de reconnaissance est important parce que ça veut dire que si on dit à la personne qu'elle fait bien, ça veut dire qu'elle est sur le bon chemin. Ça veut dire que si elle continue ce type de comportement, ça ira bien. C'est d'autant plus important qu'en tant que manager, on dit souvent quand ça ne va pas et on oublie de dire quand ça va bien. Le deuxième signe de reconnaissance conditionnel négatif, c'est de dire à la personne que son comportement n'est pas approprié ou que le résultat de ses actions n'est pas à l'attendu. Ce signe de reconnaissance est tout aussi important parce que si on ne dit pas à la personne que ce qu'elle fait n'est pas bien, n'est pas correct, si elle n'est pas consciente ou si elle pense qu'elle fait bien, comment peut-elle corriger? Donc c'est important de faire ce signe de reconnaissance conditionnel négatif à deux conditions. La première, c'est de dire pourquoi c'est pas bien, et la deuxième, c'est de donner des pistes pour que la personne puisse s'améliorer. Si on me dit que ce que je fais n'est pas bien, qu'on m'explique pourquoi et qu'on me dit qu'est-ce que je devrais faire pour repasser dans la case d'à côté, il ne tient qu'à moi de mettre en œuvre les actions. Le signe de reconnaissance inconditionnel positif est un signe qui vise la personne. On ne juge plus ses actes, là, on juge juste ce qu'elle est. C'est un compliment qui s'adresse à l'ego. Vous êtes magnifique. Tu es bien habillé.
vous êtes joli. C'est très important parce que déjà, ça flatte l'ego, pour peu que ça soit sincère, bien sûr. Et puis, en plus, ça entretient la relation. Le dernier signe de reconnaissance inconditionnelle négatif, lui est à proscrire. Tu es stupide. Non seulement ça n'apporte rien, mais en plus ça détruit la relation. Si de plus la personne qui vous fait cette remarque est quelqu'un d'autorité sur vous, je pense aux parents, je pense aux professeurs, je pense aux managers, aux responsables hiérarchiques, ben, si on vous le dit, vous risquez de le croire. Si mon père me dit que je suis stupide, ben, qu'est-ce que je peux y faire? Je suis comme ça. Et donc, vous prenez ça dans votre sac à dos et vous faites votre vie avec. Entre tu es bête et ce que tu as fait est bête, là, ça change tout. Ça change tout parce que si ce que j'ai fait est bête, qu'on m'explique pourquoi et qu'on me dit qu'est-ce que j'aurais dû faire, il ne tient qu'à moi de changer. Alors que dans l'autre cas, si on me le dit, il y a un risque que ce soit vrai. Voilà. La prochaine fois que vous aurez à faire un feedback négatif à une personne, s'il vous plaît, privilégiez les signes de reconnaissance conditionnels et évitez les signes de reconnaissance inconditionnels. Ce petit outil nous montre que la façon de dire les choses a son importance. J'en viens à un autre outil qui est issu des préoccupations du docteur Terence McGuire, qui était recruteur à la NASA. Il avait deux problématiques dans le recrutement des astronautes. Leur compatibilité, est-ce qu'ils seraient capables de travailler ensemble efficacement? Parce qu'une fois qu'ils sont en l'air, c'est difficile d'en redescendre un. Et puis la deuxième problématique, c'était quel pouvait être leur comportement en cas de crise. Il s'est adressé à Teddy Keller, qui a développé la process communication dans les années 70, sur les bases des travaux d'Eric Berne. Son objectif était l'observation des interactions entre les individus pour arriver à des issues positives. Ces travaux ont donné lieu à la création d'une communauté internationale et cette communauté aujourd'hui est pilotée par Caler Communication France. La process communication est un outil de développement des compétences relationnelles et émotionnelles. Pour ceux qui connaissent, elle s'adresse aux 4 champs de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. On commence par connais-toi toi-même de Socrate. L'idée, c'est que quand on se connaît mieux, ben, quelque part, on va mieux se gérer. Si on se gère mieux, si on se connaît mieux, on va mieux comprendre les autres. Et si on comprend mieux les autres et qu'on se gère mieux, ben, quelque part, la gestion de ces relations va être améliorée. Donc en fait, la process communication nous permet, avec une meilleure conscience de soi et des autres, d'arriver à une efficacité personnelle et collective bien améliorée. Les applications de la ProcessCom sont nombreuses et couvrent toutes les situations dans lesquelles nous avons besoin d'interagir, que ce soit dans le management, que ce soit dans la cohésion d'équipe, que ce soit en formation, etc. Quelques chiffres pour les personnes qui en ont besoin. À ce jour, il y a plus de 1 300 000 inventaires de personnalités qui ont été faits dans le monde. Sur 26 pays, ce modèle a été traduit en 18 langues. Et en France, la process communication est développée par KCF depuis 1988. Pour ma part, je suis coach certifié depuis 2012 et je suis formateur certifié depuis 2017. Quelques références de la ProcessCom. Beaucoup de grosses entreprises
utilisent ce modèle-là. Bien sûr, il est très répandu en France et à l'étranger. Alors, la ProcessCom repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la manière de dire les choses a autant et parfois plus d'importance que ce qui est dit. En fait, la forme prime sur le fond. Et le deuxième pilier, c'est 6 types de personnalités qui représentent toutes les facettes de notre personnalité. Attention, il ne s'agit pas de mettre des gens dans des cases. Et l'outil ne souhaite surtout pas faire ça. L'humain est beaucoup plus complexe et riche que n'importe quel outil. Alors, le premier élément du modèle est ce que T.B. Keller a appelé la structure de personnalité. Imaginez un immeuble à plusieurs étages. Nous sommes au rez-de-chaussée, nous sommes cet immeuble et nous le construisons très tôt dans notre vie. Dans les 3 premières années, notre rez-de-chaussée se construit et les autres étages apparaissent plus tard. Vers 7 ans, le modèle dit que l'immeuble est formé et cela s'appelle notre profil de personnalité. Chacun des étages correspond à une facette de notre personnalité. Et sur cet étage-là, on va trouver des ressources que nous pouvons mobiliser à la demande. Notre rez-de-chaussée correspond à notre nature profonde. On appelle cela la base. Une nature qui va nous suivre tout au long de notre vie. Chez les enfants en crèche, on peut voir apparaître cette nature très tôt. Vous avez des enfants qui sont très câlins, qui ont besoin d'attention, qui vont venir se coller, faire des bisous. Quand un petit camarade se fait mal, ils vont aller le consoler. Et puis d'autres enfants qui ont besoin de beaucoup moins d'attention. Vous avez des enfants qui aiment bien ranger toutes les choses, et puis d'autres qui aiment bien au contraire tout déranger. Les autres étages correspondent à nos autres types de personnalités, qui se développeront plus tard. On y retrouvera ce qu'on appelle la phase. L'ordre dans lequel les étages sont empilés dans notre immeuble donne 720 combinaisons possibles pour les profils de personnalité. Ce qui veut dire que nous sommes tous différents. Et c'est tant mieux. Le concept de l'ascenseur. Nous avons 100% de notre énergie disponible au rez-de-chaussée. C'est notre nature d'être. Cela ne nous demande pas d'effort. On est comme ça. C'est notre naturel. Par contre, l'énergie disponible dans les étages peut être moins importante et au plus on monte, au moins on a d'énergie disponible. Vous voyez que les étages se diminuent dans notre immeuble. Chaque type de personnalité possède ses ressources propres et pour y accéder, nous utilisons l'ascenseur. Par exemple, une personne dont la nature est réservée aura du mal à faire preuve d'autorité spontanément. Il faudra qu'elle aille puiser cette ressource à un étage supérieur. Autre exemple, quand nous devons donner un coup de fil délicat, certaines personnes n'hésitent pas, alors que d'autres tergiversent, procrastinent. La ressource n'est certainement pas au même étage. Quand on visite un étage pour utiliser ces ressources, on va brûler l'énergie disponible à cet étage. Et quand on a tout brûlé, on redescend au rez-de-chaussée. Voilà pourquoi, quand on prend sur soi, on essaye d'expliquer patiemment, calmement à une personne, jusqu'au moment où on craque et on s'énerve. On a tout simplement brûlé toutes les ressources qu'on avait à cet étage-là. On prend notre ascenseur toute la journée. Quand on travaille, on fait appel à un étage. Quand on s'amuse, quand on réfléchit, quand on planifie, quand on est créatif,
etc. On n'arrête pas de visiter tout notre immeuble. Quand notre ascenseur s'arrête plus fréquemment à un étage, on appelle ça la base. Il s'agit de notre phase, pardon. Il s'agit de notre phase. Les conditions pour prendre l'ascenseur, déjà, c'est le vouloir, c'est faire l'effort effectivement de s'adapter, je dirais, être en forme et surtout avoir de l'énergie. Alors, voici une description rapide des 6 types de personnalités définis par T.B. Keller. Le type de personnalité empathique est caractérisé par une personne souriante, chaleureuse, attentionnée. C'est une personne qui aime faire plaisir, qui a beaucoup d'écoute et qui a besoin de reconnaissance. C'est le cœur qui guide ses actions. Si j'osais une caricature, on pourrait penser à une assistante sociale, à qui on a plaisir ou on a envie de se confier parce qu'elle va nous écouter attentivement. Le deuxième type de personnalité, c'est le type travaillomane, c'est une personne qui est logique, organisée, structurée. Quand elle fait une présentation, c'est point 1, point 2, point 3. Elle a besoin de reconnaissance pour ses compétences. C'est la raison qui parle avec cette personne-là. C'est plus le cœur. C'est une personne qui est logique. Si on avait un profil type, ça pourrait être l'ingénieur informatique ou le chef de projet, par exemple. Le troisième type de personnalité, le type persévérant, c'est quelqu'un qui est observateur, engagé, dévoué. C'est quelqu'un qui a des valeurs, des principes. C'est quelqu'un qui a besoin de partager ses opinions et qui aime discuter. On pourrait penser à un juge de paix. Le type de personnalité rêveur, c'est quelqu'un qui est calme, qui réfléchit, qui est souvent en retrait, introverti, qui est à l'écart dans une discussion ou dans une soirée. Il a besoin de prendre du recul et de visualiser les choses avant de passer à l'action. On pourrait penser à un chercheur qui est parfois perdu dans ses pensées. Le type de personnalité promoteur, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Il préfère agir plutôt que de débattre. Il est charmeur, adaptable, plein de ressources. Il va rechercher l'excitation, il va rechercher les challenges. On pourrait peut-être penser à un commercial. Et enfin, le type de personnalité rebelle, c'est quelqu'un qui est spontané, qui est ludique. Il a beaucoup de créativité, il apprécie la vie, carpe diem. Il a besoin d'échanges et de complicité. Parfois, il peut faire penser à un ado qui est très spontané, qui est dans le fun. Voilà, il n'y a pas de jugement de valeur entre ces types de personnalités. Tous ont leurs points forts et tous ont leurs points de vigilance. Nous avons dans notre immeuble tous ces types de personnalités. Mais pour chacun de nous, ils sont à des étages différents. Certains sont juste plus visibles que d'autres. Alors, avec un peu de temps, vous pourriez essayer de deviner votre immeuble avec ces types de personnalités. En général, les personnes avec qui nous nous entendons bien ont la même base que nous. Les personnes avec qui nous avons des difficultés à communiquer ont leur base qui correspond à notre dernier étage ou nos derniers étages. Ils sont un peu loin de notre nature, on a du mal à comprendre comment ils fonctionnent. Pour information, 30% de la population a une base empathique, dont une majorité de femmes. 25% de la population a une base travaillomane, dont une majorité d'hommes. Mais attention, je répète, un type de personnalité n'est pas une personne. Un profil de personnalité n'est pas une personne. Quand on parle communication, il faut d'abord comprendre d'où vient l'efficacité des messages. Alors, il y a
ce que l'on dit, les mots, il y a comment on le dit, non verbal, et où on le dit, le contexte. Une étude a suggéré que les mots comptaient pour 7% du message. Même si cette étude a été remise en question depuis, il ressort que le non-verbal a un grand rôle à jouer. Le ton de la voix, l'expression du visage, les gestes, les postures. Si je vous dis je suis perdu, vous pourriez penser que je ne sais plus où j'en suis dans ma présentation. Mais si je vous dis ces mêmes mots en criant, le visage angoissé, la nuit, au fond des bois, en plein hiver, vous en déduiriez certainement autre chose. De plus, l'efficacité des messages est fonction de la congruence entre ce que l'on dit et comment on le dit. Alors, ce que l'on dit, chacun a sa façon de percevoir son environnement. Certains vont privilégier les faits, les opinions. D'autres vont privilégier les émotions. D'autres vont privilégier l'action, les comportements. Quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous pouvez me faire un retour? Certains entendent, donnez-moi votre avis. Certains vont vous parler de ce qu'ils ont constaté, ou d'autres de ce qu'ils vont faire. Certains vont vous parler de leur ressenti, comment ils ressentent le truc. D'autres ont besoin d'y réfléchir. Et certains vont juste s'exprimer génial. Les informations que nous émettons et que nous recevons ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est comme si nous avions des lunettes et appliquions des filtres à notre réalité. C'est comme si vous parliez mécanique à quelqu'un qui n'y connaît rien. 90% de l'information serait perdue ou inutile. Alors que si vous parliez à un expert, il apprécierait. C'est comme si vous me parliez cuisine. Je ne saurais pas quoi faire de l'information. Et ça ferait sourire mon entourage, qui me connaissent bien. Nous n'entendons que ce qui nous intéresse. Alors arrêtons de donner de l'information qui nous intéresse aux autres. Donnons-leur les informations dont ils ont besoin. T.B. Keller appelle ça les perceptions et il les associe à chacun des types de personnalités. Avec un peu d'attention au champ lexical utilisé par une personne, nous pouvons deviner sa perception et donc lui parler son langage. Les canaux de communication ou comment on dit les choses. Il y a un mois, je rentrais de Paris en TGV. C'était un samedi après-midi et ma femme était en balade en montagne. J'étais dans le train, je faisais mes mails. Il était 3 heures de l'après-midi. Je me dis, je vais arriver vers 4 heures. J'aurai peut-être le temps de faire quelques courses avant de rentrer à la maison. Je fais un SMS à ma femme en lui disant, à quelle heure rentres-tu à la maison? Réponse, pas trop tard. Bon, j'ai pas mon information. Moi, j'ai besoin de m'organiser. Deuxième SMS, as-tu une heure de prévu? Deuxième réponse, quand ça t'arrange. Voilà, je ne sais pas si ce type de dialogue font sourire certains, mais en fait, nous ne sommes pas sur le même canal. Moi, je suis sur un canal interrogatif, je pose des questions parce que j'ai besoin de collecter de l'information qui vont me servir à m'organiser. Ma femme est sur un canal qu'on appelle nourricier. Elle essaye de me faire plaisir.
voyez, mais c'est pas cela dont j'ai besoin. J'ai juste besoin d'une heure. Donc, si on continue sur ce même échange, en n'étant pas aligné, je dirais, ça peut très vite dégénérer. Mais enfin, tu vas me donner une heure, oui ou non? Vous voyez? Et il n'y a pas de mauvaise volonté de part et d'autre. Il y a juste une incompréhension. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'effectivement, j'adapte ma communication, que je passe sur le même canal, et je vais lui dire, ma chérie, je ne veux pas te déranger dans tes plans et ta sortie, mais j'ai besoin d'organiser mon après-midi pour être à la maison quand tu rentreras. Est-ce que tu as une heure de prévu? Voilà, et à ce moment-là, j'aurai peut-être plus de chances d'avoir mon heure. Merci, bonne balade, bisous. Voilà, les canaux de communication sont une manière de dire les choses. Mais tout notre verbal doit être en cohérence avec nos mots. Il y a ce qu'on dit et comment on le dit. La bonne perception est le bon canal pour parler la bonne langue à notre interlocuteur. Quand on s'adresse à quelqu'un, on parle à sa base. Par exemple, un Français et un Anglais qui discuteraient ensemble, si chacun reste sur sa langue maternelle, on va avoir du mal à communiquer. S'il y en a un qui monte à son étage français ou à son étage anglais, à ce moment-là, la communication sera plus efficace. Il faut prendre son ascenseur et il faut apprendre à parler 6 langues étrangères. Voilà les bases. Mais le modèle ProcessCom se décline aussi sur d'autres thématiques. Les styles de management dépendent de chaque manager. Certains ont un style autocratique, d'autres démocratique, bienveillant ou laisser-faire. Le modèle permet de comprendre tous ces styles, leurs points forts, mais aussi leurs limites. T.B. Keller a identifié quel type était majoritairement utilisé par quel type de personnalité et surtout les incompatibilités. On ne manage pas tout le monde de la même façon. L'idée est de mettre en place un style d'interaction différencié en fonction des besoins de vos interlocuteurs. Les environnements de travail. Chaque personne a également ses préférences d'environnement de travail. Cela inclut la propension à aller vers les autres ou à se concentrer sur son travail. Certaines personnes ont besoin de dire bonjour à tout le monde en arrivant, alors que d'autres vont dire bonjour à la cantonade et puis se mettre au travail. Les conditions de travail également, en open space, où des gens ont besoin de stimulation extérieure pour travailler, ils sont très à l'aise dans un open space. Je pense à votre ado qui fait ses devoirs dans sa chambre, avec la télé qui marche, un casque et de la musique sur les oreilles, et comme ça, il travaille bien. Et d'autres personnes vont avoir besoin de s'isoler avec un casque ou de travailler dans un bureau. De même, certaines personnes préféreront prendre des initiatives, alors que d'autres seront plus promptes à saisir des opportunités. L'apport du modèle est de connaître et d'identifier ces facteurs pour mettre les personnes dans des conditions optimales à leur bien-être et à leur productivité. Un autre point important du modèle est les besoins psychologiques. Nous avons tous des besoins psychologiques que nous cherchons à satisfaire consciemment ou inconsciemment. Nous cherchons à obtenir la satisfaction de nos besoins au travail ou dans la vie privée, par les autres ou par nous-mêmes. Je reviens sur les signes de reconnaissance de tout à l'heure. Certaines personnes ont besoin de signes de reconnaissance conditionnels qui va valoriser leur travail. Certaines personnes ont besoin plus de signes de reconnaissance inconditionnels sur la personne. Tu es une personne que j'apprécie. Ces besoins sont associés au type de personnalité et nous avons tous ces besoins à différents degrés. Ces besoins sont le carburant pour notre moteur. Et le besoin prioritaire que nous avons à satisfaire est celui de notre phase, les tâches dans lesquelles nous nous trouvons à un instant donné de notre vie. La satisfaction positive de nos besoins nous donne de l'énergie. Cette énergie nourrit notre motivation et sert à notre ascenseur.
Mais que se passe-t-il quand nous n'y arrivons pas? Comment s'y prennent les enfants pour obtenir de l'attention? Ils vont vous faire des câlins, ils vont vous faire des bisous, ils vont venir se coller, d'accord? Et s'ils n'ont pas l'attention qu'ils attendent de leurs parents, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont faire des bêtises, des cris, des pleurs, jusqu'à se faire gronder. Mais j'ai mon attention. Il vaut mieux de l'attention négative plutôt que pas d'attention du tout. Et pour les adultes, c'est pareil. Si nous n'arrivons pas à avoir cette satisfaction positive, à ce moment-là, le stress nous guette. Le stress fait partie de notre quotidien. Malheureusement, parfois il devient contre-productif et contagieux. On le voit en ce moment. Une personne stressée va adopter un comportement qui l'amène à satisfaire ses besoins psychologiques, mais d'une façon négative. Ce comportement est très souvent inconscient et nocif pour la personne et pour la relation. T.B. Keller a identifié 3 degrés de stress. Quand on est en stress léger, il y a un inconfort passager et fugace. On est un peu gêné, mais on ne sait pas trop pourquoi. On a entendu un mot qui nous a interpellé, on a une réflexion. Bref, ce genre de stress nous arrive très souvent dans la journée et ça peut durer juste quelques secondes. Le stress sévère, c'est une pression ressentie avec intensité ou avec une fréquence importante. On n'est pas bien, on le sait et ça se voit. Le stress intense, quant à lui, c'est quand on est en burn-out, ça va relever de la médecine. La communication devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que nous descendons en stress. La descente est séquentielle si nous n'agissons pas pour arrêter ce processus. Nos comportements peuvent changer significativement. Quand on est assis à notre bureau tranquille, je dirais, ou quand il y a le feu. Le modèle nous apporte 3 aides sur ces comportements sous stress, ces comportements sont premièrement prévisibles. T.B. Keller a décrit des comportements possibles et les a associés au type de personnalité. Par exemple, une personne sous stress pourra devenir perfectionniste, accorder une attention aux détails excessive. Vérifiez 4 fois que vous n'avez pas oublié les clés de l'appartement en sortant de chez vous. Elle pourra devenir cassante. Elle pourra ne plus arriver à dire non. D'autres personnes se retireront dans la passivité. Certaines même manipuleront en rejetant la faute sur les autres. Deuxièmement, ces comportements sont observables. Si on sait quoi observer. Tout un tas de signaux faibles, qu'ils soient verbaux ou non verbaux, nous permettent de dire si une personne est stressée. Et quand je dis une personne, cette personne pouvant être soi-même. Si je sais que je suis stressé, à ce moment-là, je vais pouvoir le gérer. Et le troisième point, c'est que ces comportements sont réversibles. La bonne nouvelle, c'est que la ProcessCom nous donne des techniques pour amener les personnes à un niveau de stress acceptable. En conclusion, rappelez-vous ces points. On communique à partir de notre base, notre motivation vient de la phase, et les autres étages sont des ressources auxquelles on a accès en prenant notre ascenseur. Voilà, on a tous notre immeuble, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir communiquer d'une façon plus efficace. T.B. Keller dit que la mission de la ProcessCom est d'améliorer la qualité de vie de chacun, parce que la relation aux autres est vraiment capitale. Pour aller plus loin, je vous propose quelques livres. Le premier, c'est le livre de Gérard Collignon, Comment leur dire. Gérard Collignon est l'ancien président de Keller Communication France. Vous avez aussi le bouquin de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec,
qui est intéressant pour travailler sur soi. Et puis un petit bouquin aussi très sympathique d'Anne Ducrot, L'art de faire la paix au quotidien. Ce bouquin est plus disponible sous format papier, mais on peut le télécharger au format numérique. Voilà. Vous pouvez également passer votre inventaire de personnalité chez KCF. Vous avez un questionnaire à remplir en ligne et ensuite un débrief par un coach ou un formateur certifié ProcessCom. Je vous ai mis les liens sur le site français, Process Communication, et sur le site international. Sur le site français, vous pouvez aller rechercher un coach ou un formateur qui vous débriefera de votre profil. Quand vous faites remplissez cet inventaire de personnalité, vous allez recevoir donc un inventaire de personnalité et un rapport de 30 à 40 pages qui vous décrit. Ce rapport est bien sûr, vous devez payer bien sûr pour ce rapport-là. Voilà. Vous pouvez également vous former à la process communication, notamment par exemple une formation que je propose sur Grenoble en mai et juin, qui est éligible au CPF, avec 4 jours en présentiel et 1 jour à distance. Je vais peut-être devoir revoir mes jours en présentiel. Vous avez un simulateur en ligne, KCF aussi, qui vous permet de vous entraîner. Et la certification est donnée par l'APMG, qui est un organisme international. Voilà, vous avez les infos sur mon compte formation pour les Français et cogito.net. Voilà, c'était juste une introduction rapide à la process communication modèle. J'espère que cela vous a intéressé et donné envie d'en savoir plus pour appliquer ces techniques dans votre quotidien professionnel et personnel. Je vous remercie de votre écoute et me tiens à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation très intéressante. Nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Pour cela, Michel, je vous invite à allumer votre webcam pour répondre aux questions de nos participants. Voilà, bonjour, c'est moi qui parlais. Merci, Michel. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer, il vous suffit de cliquer sur l'onglet questions du tableau de bord et nous envoyer toutes vos questions. De plus, pour répondre à toutes les personnes qui nous posent la question, vous continuerez à avoir accès à toutes les réponses de notre conférencier à vos questions sur notre page LinkedIn. Merci. Alors, nous avons une première question de la part d'Eric qui souhaiterait savoir si la présentation, si les tests sont reconnus et disponibles gratuitement sur Internet. Alors non, le test est payant. Il faut s'adresser à Keller Communication France ou à un coach ou un formateur certifié et vous devrez payer le test et vous devrez également payer le débriefing par un coach ou un formateur. Merci Michel. Nous avons une autre question de la part de Saloua qui souhaiterait savoir d'où proviennent les statistiques que vous avez citées tout à l'heure qui indiquent qu'une majorité d'hommes a un profil travailloman et une majorité de femmes a un profil empathique. Alors, c'est des statistiques qui ont été développées par Keller Communication. C'est des statistiques qui sont mondiales. Le modèle est relativement stable. Il y a quelques changements en fonction des pays ou des cultures, mais globalement, ces statistiques-là sont à peu près valables. Les statistiques pour les autres types de personnalités sont aussi disponibles. D'accord, merci pour cette réponse. Nous avons une autre question de Adir qui souhaite savoir si on peut avoir un mélange de tous les profils cités. Alors, tout à fait, hein, c'est ce que je disais. On n'est pas un profil de personnalité, on n'est pas promoteur, travailloman, etc. Ça n'existe pas. Ce que j'ai dit, c'est qu'on avait tous les profils en nous, à des degrés divers, d'accord? Et ça veut bien dire qu'on a notre immeuble avec nos 6 étages. C'est juste une organisation de ces étages qui est différente, hein,
ils sont empilés d'une façon qui n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des étages qui sont plus visibles que d'autres, notamment, bien sûr, le rez-de-chaussée, qui est votre base, qui est votre nature profonde, je dirais. Les étages qui sont souvent moins visibles, c'est ceux qui sont au dernier étage, hein, qu'on va visiter moins souvent ou qui sont effectivement moins utilisés. Merci beaucoup, Michel. Nous avons une autre question de la part de Pascal qui souhaiterait revenir à la diapo 32 pour comprendre si les besoins que j'ai à satisfaire aujourd'hui sont ceux de ma phase ou également ceux de ma base. Alors, ça, c'est une très bonne question. Je vais essayer juste de revenir à la diapo 32. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, la motivation est liée à la phase. Et la phase est un des étages dans lequel on se trouve à un instant T. Ce qui veut dire que si on doit avoir une motivation aujourd'hui, il va falloir satisfaire les besoins psychologiques qui sont liés à la phase. Il est clair que ces besoins sont importants, mais les autres besoins, les besoins liés à la base, les besoins liés aux autres étages, sont aussi importants, dans un degré moindre, mais ils sont aussi importants. Et au plus on va monter dans nos étages, au moins on aura besoin de satisfaire ces étages-là. Alors, merci beaucoup, Michel. Nous avons une question qui rebondit sur votre réponse. C'est Stéphanie qui nous demande qui vous demande de réexpliquer exactement ce qu'est la phase parce qu'elle ne l'a pas très bien compris. Alors, oui, j'étais obligé de faire un peu en résumé parce que j'avais peu de temps, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est à la naissance, on a une base qui est notre rez-de-chaussée. Et ce qui est dit, c'est que la phase est identique à la base au début. Et puis, en fonction des aléas de la vie, on va dire un jour, on va passer à autre chose. Parce qu'on a travaillé toute notre vie, on a été, je dirais, sérieux, ordonné, etc. Et puis un beau jour, on plaque tout et on va faire un tour en voilier. On fait le tour du monde en voilier. Ça veut juste dire qu'on est passé à autre chose. Cette façon de passer à autre chose, ça veut tout simplement dire qu'on est passé à un autre étage. C'est-à-dire qu'on était habitué à être dans notre rez-de-chaussée, on était bien, et puis un beau jour, on va s'apercevoir que finalement, pour X raisons, on va avoir besoin d'aller faire autre chose. Et donc, c'est comme si on mettait notre ascenseur, la position de repos de notre ascenseur à l'étage supérieur. Le modèle dit qu'on ne fait que monter dans nos étages. D'accord, Voilà, je ne sais merci pas si beaucoup. j'ai été plus clair, j'espère. De toute façon, je vous rappelle que vous aurez accès à toutes les réponses sur la page LinkedIn de la région globale. Et je vais prendre une autre question. Nous allons passer à la question de Souleymane qui souhaiterait savoir si on peut passer de travaillomane à rebelle de base en suivant un processus de rééducation. Et si oui, comment? Alors non, en fait, c'est clair qu'on on ne peut pas dire j'aimerais bien être à cet étage-là. Ça se pilote pas. Je veux dire, c'est lié à, encore une fois, la construction de notre immeuble démarre très tôt, hein. À 3 ans, on a notre base et à 7 ans, on a tous nos étages. Donc, si on ne se trouve pas bien à l'étage où on est aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire on va s'entraîner à faire autre chose pour passer à autre chose. Ce qu'on peut, c'est aller visiter les étages qui nous intéressent. Parce que si on est comptable, par exemple, l'étage dans lequel il y a une ressource qui nous permet d'être rigoureux, ordonné, etc., on a tout intérêt à effectivement aller le pratiquer. Mais on ne peut pas, je dirais, avoir un changement comme ça. Le changement est plus subi qu'autre chose. Le modèle dit qu'on ne pilote pas ça. On ne fait que le subir et les aléas de la vie font qu'on va avoir besoin de bouger ou pas dans nos étages. Merci pour cette réponse. Je vais prendre une réponse très pratique de la part de Marie-Noël qui souhaiterait connaître le prix moyen du test et du débrief. Alors, le prix varie dans les pays, dans tous les pays. Je dirais que pour la France, vous avez un test qui est alors, si vous êtes particulier, si vous le faites à titre personnel,
le tarif est de 77 € avec le rapport écrit, je dirais. 72 sans le rapport écrit, TTC. Si vous faites ça à titre professionnel, le test est à 142 €, je crois, hors taxe. Ensuite, avec ça, il va falloir rajouter le débriefing du coach. Et là, c'est le tarif du coach. Il faut compter entre 1 et 2 heures de débriefing. Et là, ça va dépendre du tarif du coach. Vous avez des coachs qui commencent à 60 € de l'heure, des coachs qui sont à 150, voire plus. Merci pour cette réponse. J'ai une autre question très pratique qui nous vient de Pierre Damien, qui souhaiterait savoir si ce modèle est adapté à la communication de maintenant et la communication dans un cas de confinement où la plupart des échanges se font en ligne sans aucun contact corporel ou possibilité de voir le langage corporel de la personne à qui on parle. Oui, c'est merci pour cette question. C'est vrai qu'effectivement, quand on est en tête à tête, en face à face, on a tout le verbal, on a tout le non-verbal. Et on peut voir effectivement si la gestuelle ou la posture de la personne, on peut la traiter. Cela dit, vous voyez bien, je suis devant vous, en visio, comme ça, vous avez mes gestes, vous avez l'expression du visage, vous avez mes sourires ou pas, vous pouvez en tirer beaucoup d'informations. Si je suis stressé ou si je suis inquiet, vous allez le voir. Quand on est juste avec au téléphone, on va avoir le ton de la voix en plus des mots, mais pas beaucoup plus. Encore que quand on sourit, ça se voit au téléphone, il paraît. Par mail, vous avez les mots. Encore que si je vous écris tout en majuscule, en gras, vous allez voir quelque part le ton de ma voix aussi. Vous voyez, mais effectivement, c'est sûr qu'à distance, on a moins d'informations. D'accord. Donc, c'est plus difficile de gérer. Il n'empêche que en recevant un mail, avec les mots qui sont utilisés, une personne entraînée peut être capable de voir si cette personne, déjà de détecter quelle est sa perception, parce que les mots utilisés sont un indicateur, et on peut également savoir, en fonction des tournures de phrases qui sont indiquées, est-ce que la personne est en stress ou pas, par exemple. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'ai une question de Sarvan qui souhaiterait savoir si en fonction des immeubles, on peut détecter une personne qui est au bord du burn-out. Alors, oui, et je dirais que c'est même pas, c'est pour tous les profils de personnalité. On va avoir des comportements sous stress, hein, je l'ai dit, qui sont prévisibles, ce qui veut dire qu'on peut très bien dire cette personne-là est en stress niveau 1, cette personne-là est en stress niveau 2, parce qu'on a des clés là-dessus. Et quand on est en stress niveau 2 et qu'on n'agit pas pour remettre la personne dans une situation qui est moins stressante, il y a effectivement un certain risque à ce que la personne passe en stress de niveau 3 et pas sur un burn-out, tout à fait. Alors, je vais prendre la toute dernière question, qui est la question de Sébastien, qui demande si une personne ayant plusieurs personnalités peut être considérée comme un bon communicant. Alors, j'ai pas. Bastua, est-ce que tu peux répéter la question? Alors, je ne fais que lire. Je peux peut-être essayer de l'interpréter, mais bon, en tout cas, ce qui est écrit, est-ce qu'une personne ayant plusieurs personnalités peut être considérée comme un bon communicant? Alors, toutes les personnes ont toutes les personnalités. Ça, c'est déjà un fait. Hein. On a tous notre immeuble, on a tous nos 6 étages, donc on a tous ces personnalités-là. Être un bon communicant, ça veut dire avoir un ascenseur qui fonctionne bien et avoir plaisir à le prendre et à discuter. Mais ça, encore une fois, il faut avoir de l'énergie, il faut le vouloir. Si on est sous stress, notre ascenseur va être grippé, quoi, clairement. Et plutôt que de monter dans nos étages, on va descendre dans notre cave. Donc oui, c'est à la portée de tous, pour peu qu'on s'entraîne, pour peu qu'on pratique, et surtout qu'on se forme. Merci beaucoup, Michel, pour ces réponses aux questions de nos participants. Nous allons maintenant clôturer cette session de questions-réponses. Je vous invite à éteindre votre webcam.
Merci beaucoup, Michel. Merci. Nous arrivons à la fin de cette conférence. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie encore une fois très chaleureusement notre conférencier Michel Saison pour cette très belle présentation, ainsi que toute l'équipe d'organisation, que ce soit à la technique, à l'animation ou à la communication. Vous pouvez à présent retrouver toutes les informations sur les PDU qui s'affichent sur votre écran, qui vont s'afficher, voilà, qui s'affichent sur votre écran. Ces informations vous seront également communiquées évidemment par mail. Et si vous avez encore des questions à nous poser, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran. La rediffusion de ce webinaire sera très bientôt mise à disposition. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette conférence spéciale et ne ratez surtout pas nos prochains webinaires. Le prochain webinaire de la région globale aura lieu le mercredi 1er avril à 13h heure de Paris sur le thème de la vision stratégique à l'action, la Tactic Room, comment obtenir un effet maximal en préservant les forces à engager. Par Yannick Schiffelben et Cécile de Montfleury. Anciens officiers des Le second webinaire heure de Paris. Anciens officiers d'avril. Global. Restez connectés en ligne. Très court sondage de 7 apparaîtra sur votre écran une fois notre session terminée. Encore une fois, au nom de toute l'équipe de la région globale, je vous remercie pour votre présence et vous souhaite une excellente soirée et portez-vous bien. Nous aurons le plaisir de vous retrouver. Merci, prenez soin de vous.